Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce programme. Le Point reçoit ce soir Jean-Jacques Mamba, qui est le porte-parole du Mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Jean-Jacques Mamba, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien. C'est la deuxième fois que vous passez dans ce programme. Oui, j'ai apprécié la première fois. J'espère que nous aurons une émission aussi belle que la précédente. Alors, comment va le MLC? Le MLC se porte très bien, en tout cas vraiment bien. Donc je n'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à cela, mais je vous affirme que le parti se porte très très bien. Quelles sont les dernières nouvelles? Écoutez, nous avons repris le bon train de toutes les activités des partis politiques, c'est-à-dire vous avez un comité exécutif national qui se réunit régulièrement, une fois par semaine. Nous sommes présents sur le terrain, nous avons pignon sur rue sur toutes les questions politiques de l'heure, tout ce que vous voyez. Il faudrait que le MLC accompagne l'opposition dans toutes les démarches, pour autant qu'elles soient logiques et cohérentes par rapport à l'idéologie du parti, mais nous sommes présents. Et voilà, par rapport à cela, notre dynamisme s'affiche au grand jour et nous sommes tout à fait fiers aujourd'hui de le dire sans embâche. D'accord. Et Jean-Pierre Bemba, comment va-t-il ? Mais écoutez, si vous me parlez de son moral, je vous dirais qu'il va très bien. Maintenant, par rapport au procès, nous sommes bientôt, nous approchons petit à petit, mais je crois que ça sera pour le mois de mars que nous aurons finalement le verdict. Donc, nous sommes dans l'attente d'une issue heureuse, notamment que notre président soit innocenté par rapport à l'affaire qui le lie encore à la CPI aujourd'hui. Et donc, au mois de mars, nous serons bel et bien fixés. Et à partir de là, on pourra organiser les choses. Innocenté. Que pensez-vous de 30 ans de prison qu'il pourra subir, Vous savez, c'est de la spéculation. J'ai été un peu triste aussi de voir que c'est un ministre congolais qui va commenter les prescrits de la CPI. J'aurais bien voulu entendre ça d'un ministre de la Centrafrique parce qu'il serait dans une position victimaire. Mais bon, comme c'est un ministre congolais qui le dit, qui a d'abord comme prérogative et même devoir de protéger d'abord les siens, donc les Congolais et tous compatriotes congolais, c'était un peu triste. Mais maintenant, c'est de la spéculation. Nous le saurons bientôt. Je crois que dans moins d'un mois, les opinions seront fixées et la vérité sera connue. Ouais, on entend ces discours depuis un bon bout de temps. On nous donne toujours l'espoir que Jean-Pierre Bemba reviendra. Depuis, ça fait près de 9 ans. Est-ce qu'on peut cette fois-ci espérer le voir à la présidentielle se présenter? Bon, je pense que son dossier a fortement évolué. Et puis, la justice, c'est quelque chose... Vous savez, la justice, ce n'est pas de la mécanique. Ce n'est pas une science exacte. La justice prend son temps. Elle se veut indépendante, elle a des méthodes qui sont les siennes et son calendrier ou ses actions dans la manière d'apprécier des actions chronologiquement, nous n'avons pas la maîtrise. Pourquoi? Parce que bon, tous les droits doivent être usés, le procureur a le droit de faire ce qu'il a fait pendant ces 7 années, on donne le temps maximum parce que bon, c'est une affaire quand même grave. Vous allez aussi comprendre que la République centrafricaine au jour d'aujourd'hui, c'est un peu triste, mais n'est pas sortie d'affaires. Donc ça veut dire que le MLC n'est pas en Centrafrique, mais le pays est toujours dans le chaos. Donc aujourd'hui, même dans l'intérêt du président, pour son honneur, pour l'honneur de sa famille, il a fallu que toutes les preuves soient présentées, que la justice fasse vraiment un travail sur base d'éléments probants, mais malheureusement, l'accusation n'a pas ces éléments probants. Donc en partant de là, moi j'ose croire que comme il a eu aussi sa liberté provisoire dans l'affaire Connex, j'ose croire que d'ici quelques semaines, les nouvelles seront très bonnes. Maintenant, bon, vous allez me dire... Et si jamais ça ne se décantait pas, comme vous l'attendez, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre à présenter en 2016? Bon, je préfère ne pas me prononcer sur la question parce que on est dans les si jamais. Vous savez, pour présenter un candidat aux élections présidentielles, ça passe par un congrès. Je pense que les instances supérieures du parti en ce moment-là prendront la mesure de la situation que vous décrivez, mais une situation qui est tout à fait utopique parce que moi je pense bien, au regard de ce que j'ai pu observer ces 7 dernières années, donc c'est-à-dire le début du procès et son évolution, laissez-moi croire, c'est quand même un droit plus légitime que les choses vont se dénouer dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai que on peut être surpris, mais même si c'est le cas, comptez sur le MLC qui a toujours été présent en l'absence du président Jean-Pierre Bemba pour participer à la vie politique. Le MLC qui n'existe que de nom actuellement.
Ah, donc vous êtes en train de m'expliquer que les 22 députés à l'Assemblée nationale n'existent que de nom. Vous m'expliquez que ceux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du Bandundu, les sénateurs... Puisqu'on parle du MLC, on revient sur le MLC. Qui est actuellement le secrétaire général du MLC? Parce que ça se bouille un peu dans la tête. Oui, c'est un peu ça, mais je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. Nous avons un secrétaire général, une dame, et c'est une première pour un grand parti comme le nôtre, qui totalise aujourd'hui 16 ans d'existence. Donc, il s'agit de Madame Eve Bazaïba, qui est le secrétaire général. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une petite polémique qui a été autour de certains amis qui ont quitté le MLC, des collègues, des personnalités aussi, aujourd'hui qui se retrouvent dans le gouvernement. Mais, qui ont quitté? Parce que j'étais tenté de vous demander quels sont les rapports que le MLC entretient avec ses collaborateurs qui sont ministres. Nous avons des rapports. Vous dites qu'ils ont quitté, ils ne le pensent pas. Je vais rectifier. Ils se sont auto-exclus. Mais cela n'entache pas. Ils ne le pensent pas. C'est parce qu'ils ont mis en place la structure, les bembistes, c'est ça? Je vais vous expliquer. C'est ça qui confirme cela? Je vais vous expliquer. Au fait, par rapport aux relations, parce que vous avez posé la première question de savoir quelles étaient les relations, il peut y exister des relations fraternelles au-delà de toute pensée idéologique, de tout bord politique, de toute manière de voir les choses sur un plan politique. Il peut y avoir des liens fraternels, des liens d'amitié. Donc, moi, personnellement, j'ai aussi dans la majorité beaucoup d'amis. Bon, aujourd'hui, eux, ils sont de la majorité, donc je peux considérer que ce sont des personnes avec lesquelles, par exemple, M. Germain Kambinga, son Excellence le ministre, M. Thomas Louaka, nous avons des relations tout à fait normales, celles que nous avions avant. La seule chose qui nous différencie, c'est que nous sommes restés dans l'opposition, nous sommes du MLC, et nos amis ont choisi d'accompagner le président Joseph Kabila dans la révolution de la modernité pour terminer le mandat avec lui. Donc c'est la seule différence, mais maintenant les relations elles restent les mêmes. Oui, mais que pensez-vous entre-temps de la structure mise en place par Thomas Louaka, les bembistes? Mais les bembistes existaient un peu depuis longtemps. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Vous avez 4 sénateurs, donc vous avez Maman Kohi, le sénateur Njoli, le sénateur Nimi et le sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc ça, c'est au niveau du Sénat Kinshasa. Vous avez plusieurs députés provinciaux. Vous avez tous les députés nationaux, y compris la sœur du président national, qui est Madame Caroline. Donc je vais ici vous dire, mais sans rigoler, est-ce que vous pensez que toutes ces personnes-là peuvent se tromper ? Parce que nous nous réunissons tous au siège du parti qui est à l'avenue du Port. Nous savons ce que nous faisons fonctionner le parti. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent se réclamer être de Jean-Pierre Bemba, comme vous dites, des bembistes. Comme des lumumbistes, il y en a, vous savez, je vais vous étonner, il y en a même au PPRD, il y en a même dans la majorité qui aiment bien Jean-Pierre Bemba. Ça, on ne peut pas nier le droit d'avoir des affinités ou d'avoir, je ne sais pas, une forme de préférence comme ça. Ça, on ne va pas le nier à quelqu'un. Mais de manière statutaire, nous disons que M. Jean-Pierre Bemba, le président national, a un parti qui est le MLC. Il est le président du MLC, il a une secrétaire générale. Et d'un point de vue purement statutaire, ces personnes-là ne font plus partie des organes du parti. Donc, maintenant que ces personnes continuent à se réclamer des bembistes, c'est leur droit le plus légitime. Même vous pouvez être bembiste, ça ne nous dérange pas. Mais que ces personnes engagent le parti, là, c'est pas possible parce que Mme Eve Bazaïba a reçu tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui arriverait au cas où ils continueraient à engager le parti, à engager l'esprit du parti bembéiste, Jean-Pierre Bemba, etc. Bon, on a connu beaucoup de choses. Est-ce que vous avez prévu des mesures en ce qui concerne on n'a pas besoin de prévoir quelconque mesure. Nous faisons notre travail de parti. Nous voulons simplement lever les équivoques parce que nous avons une population qui nous suit, qui sait comment est-ce que le MLC a cheminé, comment est-ce que nous avions accepté en 2006 d'avoir perdu les élections, bien qu'apparemment ce n'était pas le cas. Le président national à l'époque avait dit qu'il acceptait l'inacceptable. Nous avons accepté sportivement. Nous sommes arrivés en 2011. Les choses se sont passées encore de la manière la plus catastrophique. Nous avons accepté parce que nous sommes un parti républicain. Donc nous continuons sur cette lignée-là. Maintenant, comme je vous le dis, nous n'allons pas perdre du temps alors que nous sommes dans une année électorale. 2015, c'est une année électorale. 2016, c'est une année électorale. Il faut plus ou moins 15 000 candidats pour toutes les élections. Il faut remobiliser les troupes. Nous n'allons pas perdre le temps dans des polémiques stériles. C'est-à-dire que nous avons des statuts. La décision nommant Mme Eve Bazaïba a été notariée. Ça veut dire qu'on a exhibé les originaux. Donc pour moi, le dossier, il est clos, le débat, il est clos. Maintenant, on doit avancer, que chacun prenne ses responsabilités, que ceux qui sont partis sachent que nous sommes en train de les juger comme nous jugerons n'importe quel ministre dans un gouvernement, parce que c'est notre travail, nous l'opposition, de contrôler ce qu'ils font, nous qui sommes restés à l'opposition. Et de proposer des pistes de solutions aussi, hein? Oui, il y en a, mais bon, vous savez, c'est un peu compliqué dans ce pays, les gens ne veulent
on va dire, c'est difficile. Il y a des solutions, mais les gens ne les veulent pas parce qu'il y a beaucoup d'intérêts protagonistes, des intérêts personnels qui entrent en jeu. C'est un peu compliqué. Bah voilà, on va parler de l'actualité. Il y a quand même une certaine cacophonie entre le gouvernement ou le pays et la MONUSCO. Le pays, Kinshasa, dit avoue qu'il n'a plus besoin de la MONUSCO en ce moment et la MONUSCO ne trouve pas de mal à cela. Est-ce que vous pensez que cela est une forme de défi que lance l'un contre l'autre? Bon, c'est vrai que la situation s'est un peu dégradée. Je pense que même la fois passée, lorsque j'étais avec vous dans votre émission, nous avions parlé de l'autorité de l'État. Je crois que même le chef de l'État lui-même a dit qu'il fallait rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, au-delà de ce discours ou de ce vœu, dans les faits, les choses ne sont pas passées comme ça. C'est-à-dire, dans les faits, vous aviez le M23 qui avait mis à l'époque en déroute notre armée nationale, qui est arrivé jusqu'à Goma. Il a fallu l'intervention du M23 pour bouter de la MONUSCO, pour bouter le M23 dehors. Bon, aujourd'hui, si le chef de l'État ou que l'armée ou le ministre de la Défense ou le chef d'état-major pensent qu'ils peuvent faire cette mission-là à eux seuls et qu'ils n'ont plus besoin de l'aide de la MONUSCO, je ne suis pas assez technique pour vérifier si leurs allégations ont un fondement. Mais ce que je me dis, c'est que comme n'importe quel citoyen, il y a des questions légitimes qui peuvent être posées, c'est-à-dire mais comment on a sollicité le M23, enfin la MONUSCO pour le M23 et comment quand il s'agit des FDLR, on voit un gouvernement qui réchigne et qui veut en ce moment-là marteler son indépendance alors qu'on sait très bien que ce problème des FDLR date de plusieurs années, depuis l'époque de Laurent Désiré Kabila. Mais alors on va parler parce que Kagame ne veut pas ouvrir un dialogue chez lui pour recevoir les siens alors que nous l'avions fait. Donc les siens, ça veut dire les FDLR. Il ne veut pas d'ouverture politique. Et les FDLR ont servi de prétexte à diverses incursions sur le sol congolais de l'armée rwandaise. Et donc, sur base de cela, je suis en train de me dire que, bon, voilà, il est tout à fait normal que les gens soient dubitatifs par rapport à cette querelle parce qu'on ne connaît vraiment pas le fond du problème qui les départage ou qui les oppose. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais justement, en parlant du fond du problème, la Belgique insiste à ce que les deux parties se mettent d'accord sur cette question, c'est-à-dire la traque des FDLR. Est-ce que ce chantage ou ce défi, on va l'appeler comme ça, chantage pour les uns et défi pour les autres, est-ce que vous pensez qu'ils pourront finalement se mettre d'accord? Est-ce que vous pensez qu'en dehors de la réclamation que fait la MONUSCO, il y a autre chose cachée? Bon, écoutez, vous savez, nous, de l'opposition, nous sommes focus sur les résultats. C'est-à-dire que nous voulons un pays totalement pacifié, un pays où aucun groupe armé peut continuer à venir gesticuler et à faire commettre des abus, des massacres et des crimes. C'est ce que nous voulons. Maintenant, les méthodes qui seront employées, on peut se réserver le droit, n'ayant pas la maîtrise du dossier, d'émettre des avis tout à fait sommaires ou superficiels, dans la mesure où il s'agit d'opérations militaires, il s'agit des données peut-être que moi personnellement qui vous parle, je ne maîtrise pas, mais moi je juge sur le résultat. Et par rapport au résultat, donc la majorité actuelle a fait plus ou moins 10 ans sans apporter cette accalmie, donc on a bien vu qu'il y a de la peine. Lorsque vous allez sur le site Radio Okapi tous les jours, il y a des massacres tous les jours, il y a des viols tous les jours, donc je pense que de ce côté-là, le gouvernement congolais, notamment le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, devrait se poser des questions légitimes sur leur capacité à apporter la sécurité des biens et enfin, des personnes et de leurs biens. Donc ça, c'est par rapport aux résultats. Maintenant, la querelle qui peut exister entre ces deux groupes, je ne vais pas dire que ça nous importe peu, mais comme je vous le dis, nous sommes focus sur le résultat. Si les FARDC vont réussir à démanteler les FDLR, à les désarmer, à les rapatrier chez eux, nous n'allons pas dire non, nous serons tout à fait contents que... Mais vous pensez par là quand même que la MONUSCO est aussi exigeante, hein? Mais vous savez, moi, je classe les exigences de la MONUSCO, de la communauté internationale, ce que vous appellerez ici des ingérences, dans le cadre de notre sous-capacité. Notre sous-capacité à régler nos problèmes, notre sous-capacité à défendre nos populations, notre sous-capacité à gérer notre pays. Vous savez, lorsqu'un voisin vient chez vous... Vous parlez de sous-capacité, vous en êtes sûr? Oui, nous n'avons pas la capacité. Enfin, je veux te parler de la majorité. Hein. Je parle précisément de la majorité qui nous a démontré qu'elle n'a pas été capable pendant les 10 ans de régler. Regardez les événements du 19 et du 21. Est-ce que pour une loi électorale, on devait déboucher... Quand vous parlez de l'incapacité, c'est quand même trop fort, je pense. Non, ce n'est pas fort, parce qu'il y a quand même eu quelques évolutions. J'ai le privilège de visiter d'autres pays africains, parce qu'on ne va pas parler de l'Europe. Mais la comparaison n'est pas raison. Comparer la RDC d'hier et la RDC d'aujourd'hui, c'est-à-dire la RDC avant les élections 2006. Qu'est-ce qui a évolué d'après vous?
Est-ce que vous pouvez me le dire? Vous pouvez répondre à vos propres questions. Ah ben voilà, parce que vous n'avez pas trouvé quoi me dire. Ce que je vais vous expliquer. Parce que la règle du jeu est que c'est moi qui pose les questions et Non, vous c'est y simplement répondez. parce que, de manière très pragmatique, il n'y a pas d'évolution. Je pense que pour ceux qui vont à l'étranger, apparemment vous venez de là, vous n'allez jamais voir un débat à la télé sur les routes. Vous ne verrez jamais un débat à la télé sur les hôpitaux. On va poser des questions qui sont simples. On va discuter de la prépension, on va discuter de l'emploi. Il n'y a jamais eu ces débats pendant 10 ans. Pouvez-vous me dire quel est le taux exact des chômeurs ou combien d'emplois ont été générés l'année passée? Personne ne va nous le dire. Donc lorsqu'un gouvernement qui se dit... Mais attendez le rapport à la fin de mandat du président Kabila. Allez, on va parler des élections. La communauté internationale, la MONUSCO, puisque nous parlons toujours de la MONUSCO, insiste que finalement, elle va sensibiliser les partenaires étrangers pour financer les prochaines élections. Est-ce que vous croyez vraiment à la générosité de celle-ci? Madame, vous savez, parce que vous m'aviez un peu interrompu, je dis, lorsqu'on parle de révolution de modernité, c'est aussi organiser toutes les élections en temps voulu. Ça veut dire que nous savions qu'en 2016, nous aurions des élections et qu'on devrait les programmer telles qu'elles sont programmées. On devrait réserver une quantité du budget chaque année pour le faire. Donc aujourd'hui que nous tombions dans une forme de mendicité parce que nous sommes incapables d'organiser des élections avec nos propres moyens, c'est ce que moi j'ai appelé de la sous-capacité. Sous-capacité à organiser l'emploi, sous-capacité à organiser les élections, sous-capacité à garantir les droits de l'homme, en fait sous-capacité à faire presque tout. Donc nous, qui sommes une alternative crédible, c'est-à-dire nous, le MLC, nous disons, oui, nous sommes un parti républicain, nous apportons la critique nécessaire, nous pouvons aussi donner notre pierre. Mais la même communauté internationale insistait pour la publication du calendrier global électoral afin de pouvoir aider la RDC. Il n'y a pas de mal à recevoir de l'aide. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce financement ne sera pas à 100%. Madame, il faut être reconnaissant dans la vie. En 2006, la communauté internationale nous a appuyés avec les hélicoptères pour déplacer les kits. Combien d'hélicoptères avons-nous pour faire ce travail? En 2011, c'était pareil. Donc, l'appui matériel et logistique sera là. Mais on ne doit pas tomber dans une forme de mendicité en disant, écoutez, ils nous ont demandé de faire un calendrier global et maintenant, ils ne nous aident pas. C'est comme si on l'a fait pour eux. Pourquoi nous faisons un calendrier global? Parce que la Constitution l'exige, madame. On ne devrait même pas discuter autour de ça. Il faut que les gens soient habitués tous les 5 ans à aller aux urnes. On ne devrait pas avoir des discussions pour aller aux élections. Ce calendrier global qui est tout de suite contesté par l'opposition. Mais contesté dans la forme, dans la mesure où, parce qu'il y a des contraintes, il y a 23 contraintes, et il y a notamment une contrainte budgétaire, il y a une contrainte aussi technique par rapport à la décentralisation et le découpage. Vous vous rappelez très bien que même au niveau de la rétrocession, pour le petit exercice que nous avions fait, le gouvernement central a échoué à réaliser ce que l'a recommandé la Constitution. Donc, si aujourd'hui on va au municipal et au local, sur toute l'étendue du territoire, non seulement c'est difficile parce que y a beaucoup d'entités pour lesquelles il y a encore du flou au niveau de la territorialité, au niveau du découpage, donc ça va poser un sérieux problème. Et nous disons, voilà, faisons focus sur les élections qui sont vraiment arriérées et les élections présidentielles, notamment parce qu'elles nous sont imposées par la Constitution via les articles que vous connaissez très bien. Donc ici, ce n'est pas que nous contestons la globalité du calendrier, mais nous disons il aurait pu être plus consensuel. La faisabilité. Oui, la faisabilité, c'est-à-dire en élaguant ne serait-ce que les locales et les municipales, de telle sorte que nous puissions avoir un scrutin plus ou moins allégé et que le prochain président de la République, j'espère que ce sera le président Jean-Pierre Bemba à ce moment-là, avec son gouvernement, pourront organiser à partir de la première année déjà, organiser tout le cycle pour que nous n'ayons pas des problèmes comme aujourd'hui où on vous sort un calendrier et on vous explique qu'on n'a pas d'argent pour le faire alors que ça devait être préparé sur les 3 ans. Alors, que pensez-vous du fait que l'opposition, certaines langues, on va dire ça comme ça, propose est-ce que les 500 millions qui a été destinés à l'ONIP soient rapatriés aux élections, puisque pour organiser toutes ces élections, on a besoin de plus ou moins $1 milliard. Oui, mais vous savez, on parle de budget, ça veut dire que l'ONIP a présenté un budget, mais elle n'a pas reçu cet argent. Donc ici, déjà, en 2015, pour le budget 2015, il n'y a aucune rubrique concernant les élections, et c'est très très grave. Ça veut dire que nous sommes en 2000, le budget de cette année n'a rien prévu pour les élections, donc déjà, ça met la puce à l'oreille par rapport à la réelle volonté de ce gouvernement, de cette majorité, d'organiser les élections en 2016. Donc, il n'était même pas préparé à le faire. Maintenant, c'est vrai qu'on bombarde un calendrier et on vous dit, vous vouliez votre calendrier global, il est là, débrouillez-vous. Non, ce n'est pas ça la logique. La logique, c'est, nous devons avoir des élections pour respecter la Constitution, pour permettre l'alternance, pour permettre à vous et moi de choisir de nouvelles gens, de nouvelles énergies, de nouvelles manières de penser.
et c'est la loi. Et comme le pays nous appartient à tous, sortez un calendrier qui nous permet de respecter la Constitution. C'est juste ça le problème. Un calendrier réaliste, c'est ça. Réaliste, voilà, qui nous permette d'aller aux élections en 2016 notamment, de finir avec les provinciales, les sénatoriales et les gouverneurs de ville. Mais alors, que pensez-vous, malgré cela, malgré que les élections sont en vue, Tshisekedi, l'Union européenne, les USA, mais également l'ONU insistent à ce qu'il y ait dialogue. Quelle est la position dialogue entre Congolais? Quelle est la position du MLC quant à ça? Écoutez, le MLC étant en parti républicain ne se refuse d'aucun dialogue, pour autant que ce dialogue aille dans le sens d'améliorer la situation politique ou le climat politique. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir des élections globales, parce que je n'aimerais pas ici faire le triomphalisme du calendrier global, parce que le calendrier c'est une chose, mais la vérité des urnes c'est une autre chose. Nous avons bien vu qu'en 2006 et encore pire en 2011, il y a eu des miracles électoraux, du genre vous avez des morts qui ont voté à Malemba-Nkulu, vous avez des résultats comme cela. Donc oui, vous aviez les élections à temps, mais dans la faisabilité ou dans les résultats, il n'y a pas de fiabilité. Donc le dialogue, c'est pour que, et je pense que la communauté internationale est en train de parler de crédibilité, de fiabilité des résultats, c'est pour que nous n'arrivions pas à des élections contestées, comme ce fut le cas en 2011, et ça a même débouché, comme vous le saviez, sur mort d'homme à cause des contestations. Donc ce que nous disons, c'est calendrier global, ok, ce n'est qu'un pas, mais est-ce que ces élections seront crédibles? Est-ce que chacun aura sa chance? Est-ce que la voix vous allez me donner, si je suis candidat, est-ce que cette voix sera retranscrite? Est-ce que je la verrai, cette voix? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Mais de l'autre côté, le gouvernement pense que ce dialogue favoriserait le glissement. Mais madame, discuter, ça ne va pas... Est-ce que les instances qui vont discuter vont empêcher la CENI de travailler? Du tout. Les personnes peuvent discuter. On a eu les concertations. Mais vous ne pensez pas que l'opposition tente à gagner le temps Non, nous voulons nous assurer. Maintenant que nous sommes... Parce que ces temps déjà n'est pas favorable. Maintenant que nous sommes certains que nous aurons des élections... Ça joue contre le pays et vous demandez encore une fois de plus le dialogue qui va encore prendre du temps. Si vous le permettez. Nous avons bataillé pour que la Constitution soit respectée, elle est respectée. Nous avons bataillé pour que nous ayons un calendrier global, nous avons notre calendrier global. Mais le dernier combat, c'est que les élections, suivant ce calendrier-là, soient crédibles, madame. On ne va pas baisser les bras parce que nous avons le calendrier. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons une CENI qui a été constituée dans des conditions de l'avant-dialogue, je veux dire les concertations nationales. Nous avons, au niveau de la territoriale, tous les commissaires ont été nommés par le chef de l'État lui-même. Donc je veux dire, la question n'est pas totalement réglée, mais nous avançons, nous essayons d'obtenir des garanties d'un scrutin transparent, de telle sorte que l'alternance se passe de manière très pacifique. Alors, on a assisté à la contestation de l'opposition face à la publication partielle du calendrier électoral et maintenant qu'on a publié le calendrier global, elle continue à contester. Est-ce que vous êtes du même avis que Délice Sanga qui pense que le consensus n'a pas été recherché quant à l'élaboration de ce calendrier global? Il a parfaitement raison, madame. Il ne faut pas vous fatiguer du travail de l'opposition, de chercher à améliorer continuellement les choses. Ce n'est pas parce qu'il y a un calendrier global qu'on va se taire et on va commencer à faire la fête parce que le calendrier est là. Il y a beaucoup de questions à régler. Est-ce que vous savez que nous allons organiser plus ou moins 7 scrutins en quelque chose comme 18 mois. C'est très très lourd. Vous connaissez les problèmes logistiques que nous avons. Et encore que déjà ces problèmes nous les avions à l'époque où il n'y avait pas des locales et municipales. Beaucoup de problèmes pour organiser les nationales. Mais vous allez vous imaginer, vous avez et des provinciales, des municipales et des locales. Et un gouvernement qui vous dit qu'il n'a pas encore tout décaissé. Oui, il faut discuter pour voir dans quelle mesure on peut améliorer ce calendrier. Donc, on va dire comme ça que les propos de Njoli, ils sont le propos du MLC quand il pense que le temps n'est pas, je vais carrément citer ce qu'il a dit, qu'il est impossible d'organiser des bonnes élections en un temps si réduit. C'est la position du MLC. Mais monsieur Njoli, le professeur, d'abord il est inspecteur général au MLC et puis c'est celui qui a le plus d'expertise en ce qui concerne les organisations des élections parce qu'il faisait partie de la CENI comme vice-président. Donc ses avis sont à prendre au sérieux. Et je pense que de manière très pratique, et même si on va par des mathématiques simples, connaissant, d'abord, vous savez, nous serons en période de pluie, il y a beaucoup de difficultés à organiser les scrutins, les routes sont totalement dégradées dans certains coins. Il n'y a pas assez de logistique. Nous avons un pays qui fait 5 fois la France. Je veux dire que si on a laissé 10 ans à la majorité, elle n'a pas fait ces 5 chantiers. Bon, elle a arrêté avec les 5 chantiers. Maintenant, elle fait la révolution de la modernité. Mais pas assez pour qu'on ait des élections et qu'on puisse toucher tous les coins du pays. Ça n'a pas été fait. Vous parlez comme s'il n'y a jamais eu élection dans ce pays.
mais dans des difficultés, madame. Est-ce que les élections de 2011, même le chef de l'État lui-même a reconnu qu'elles s'étaient mal passées, madame? Ça veut dire que si vous prenez la situation de 2011 et la situation d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a changement? Non, il n'y a pas changement. Alors, puisque vous, de l'opposition, vous qualifiez le calendrier électoral de non consensuel, irrégulier, incohérent et tout ça, vous pensez qu'on peut améliorer ce calendrier global et comment? Non, ce qu'on a proposé, et je pense que c'est la voix de la majorité des camarades de l'opposition et des personnalités de l'opposition, c'est de d'élaguer les élections locales et municipales et de les postposer pour après 2016, c'est-à-dire avec le nouveau président de la République, avec un nouveau gouvernement, organiser maintenant un nouveau cycle et recommencer tout à zéro. Ça, c'est vraiment une proposition qui est réaliste parce qu'au fait, par élection, c'est 300 millions. Donc, si on élague ces élections-là, ça fait 300 millions de moins et le gouvernement en sera allégé. Donc, ça, c'est une proposition qu'on peut étudier. Maintenant, c'est vrai que nous n'allons pas refuser d'aller aux élections parce que le gouvernement ou la CENI va maintenir son calendrier. Nous, MLC, nous nous préparons conséquemment. Mais pour avoir de l'accalmie, pour éviter des formes de tension pendant et après les élections, il serait mieux que nous soyons tous d'accord sur le type d'élections que nous voulons avoir. Sur les élections présidentielles, nous sommes intransigeants. Maintenant, pour les élections locales, on peut quand même discuter pour voir si on ne peut pas les retarder un peu pour la prochaine législature. Mais alors, puisque la présidentielle et les législatives ne pourra pas se faire avant, dans les 90 jours, vous pensez qu'il y a lieu de rejeter ces calendriers? Non, on ne va pas le rejeter. Du moment que non, vous savez, là, il y a la politique, il y a les lois, mais il y a aussi la pratique. Hein. Vous savez, le politicien, il doit jouer sur ces équilibres-là, mettre un peu de l'eau dans son vin. Nous, le MLC, nous sommes très critiques par rapport à certains aspects de ce calendrier, dont notamment le fait qu'il soit non consensuel. Mais c'est vrai qu'il y a des petits glissements parce qu'on dit convoquer 90 jours avant, ce n'est pas le cas. Mais bon, du moment que nous aurons notre nouveau président de la République, que nous souhaitons être le président Jean-Pierre Bemba de la Constitution à la française, du moment que nous savons qu'en 2016, à la fin de nous aurons un nouveau président de la République, je pense que le MLC peut souscrire à ce schéma-là sous réserve et nous sommes tout à fait prêts par rapport à cette échéance. Mais il y a entre-temps quelques opposants qui soulèvent l'aspect de l'enrôlement de jeunes entre 18 ans et 22 ans. Vous ne pensez pas que l'opposition souffle en même temps au chaud et au froid, alors que dernièrement il a combattu pour annuler cet enrôlement, pour annuler l'article 8 de la loi électorale. Madame, ne confondez pas enrôlement et recensement. Il faut simplement mettre le fichier électoral à jour. Mais si on doit enrôler les jeunes entre 18 ans et 22 ans, c'est le travail de l'ONIP. Mais pas forcément, parce que la CENI a fait ce travail en 2006 et en 2011. Lorsque vous êtes, vous êtes en train, depuis le début, en train de déplorer les élections de 2006 et de 2011. Mais voilà ce qui se passe, madame. Je viens de vous expliquer qu'un État moderne, la révolution de la modernité, c'est un État qui prévoit, c'est un État qui anticipe. Nous devrions avoir dans ce pays des cartes d'identité, nous n'en avons pas. Nous nous sommes limités au marché de la ZTE, donc avec ce que vous avez comme carte d'électeur, et on s'est arrêté là. En fait, tous les projets ici dans ce pays n'ont pas évolué. C'est-à-dire que ça commence bien, mais en bout de chemin, le gouvernement est essoufflé, il laisse tomber le projet. Donc ce que moi je dis, c'est pour avoir de meilleures élections, il fallait anticiper. C'est-à-dire quoi? S'il fallait qu'il y ait recensement, dès 2011, on devrait commencer ces opérations pour qu'en 2016, le recensement soit fini. Ils ne l'ont pas fait, ils créent l'ONIP, il n'est pas tard pour bien faire, dit-on. Madame, par rapport à la technicité des experts internationaux, je préfère faire foi en ceux qui nous ont expliqué, c'est qu'il faut minimum 3 ans à cause de l'étendue du pays pour faire un recensement. Et là, on va tomber dans un glissement. Vous préférez faire foi à ceux qui disent les choses de loin par rapport aux experts nationaux qui vivent la réalité, connaissent et vivent cette réalité. Même nos experts locaux nous disent que pour faire un recensement, regardez, les bureaux de l'ONIP ne sont même pas tous installés. Regardez dans le cahier de charge et le plan de déploiement de l'ONIP, il faut qu'il soit déployé sur toute l'étendue du territoire. C'était prévu en 2 ou 3 mois, c'est pas fait. C'est-à-dire que nous connaissons les réalités de notre pays. Et il y a beaucoup d'institutions qui ont été créées par décret ou par ordonnance présidentielle qui n'ont jamais fonctionné parce qu'elles n'ont pas reçu de budget. Nous avons des entités para-étatiques qui ne reçoivent pas de budget.
Au fait, nous ne sommes pas dans une émission à caractère économique, donc je vais vous éviter ces détails-là, mais comprenons que l'État n'a pas fonctionné correctement et que notre gouvernement s'est mis dans une posture électorale même pendant qu'elle gérait. Ça veut dire qu'après 2011, on est resté dans la même logique de on fait peu et puis on passe à la télé, on explique, on fait des photos, on fait des images, mais c'est creux. Hein, donc on a parlé de bancarisation, on a parlé de Transco, on a parlé de bien de choses, mais l'essentiel, c'est-à-dire l'emploi des jeunes, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé du salaire des fonctionnaires. Regardez les hôpitaux. Hein, on laisse Maman Yémo, on ne veut pas réhabiliter Maman Yémo. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous? Aller tout de suite cibler la priorité et se mettre en œuvre? Mais ce qu'il faut faire, c'est... Moi, j'ai lu ce que M. Matata, son Excellence le Premier ministre, avait présenté comme programme du gouvernement. Non, il faut quelque chose de plus costaud, de plus cohérent et de plus prévenant. Je pense que c'était... Je ne sais pas si c'était une ébauche, mais ça m'avait paru très léger hein, par rapport à ce que j'avais pu lire. Ce qu'il faut, c'est des dirigeants qui prennent la mesure des enjeux et qui s'inscrivent dans une logique pérenne, ça veut dire une logique de projection, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes, faire les choses aujourd'hui pour résoudre les problèmes de demain. Mais apparemment, ici, dans une logique où on veut résoudre les choses que l'on voit, beaucoup communiquer sur ce qu'on est en train de faire maintenant, on ne se projette pas et donc on est chaque fois pris de court. D'accord. Puisque vous avez évoqué tout à l'heure les entités territoriales décentralisées, on va entrer de plein pied dans la décentralisation. Est-ce que vous pensez, parlant de la décentralisation, le moment est venu, est-ce que le moment est bien choisi pour le découpage des provinces ? Bon, je ne vais pas parler de moment parce que la loi est déjà promulguée. Donc, non, parlons de faisabilité. Est-ce que c'est faisable? Nous avons une assemblée provinciale hein, qui a travaillé depuis maintenant 10 ans, qui se réunit au Collège Boboto, dans la capitale, madame. Donc, dites-moi maintenant comment on va faire avec les différentes assemblées sur toute l'étendue du territoire. Allez vérifier comment se réunissent les gens qui sont au Kasaï, les gens qui sont à l'Équateur et tout ça. Donc, dans beaucoup de provinces, vous allez constater que c'est très difficile. Est-ce que l'État a les moyens d'organiser cette décentralisation? Est-ce que l'État en a les moyens? La loi est promulguée, mais on verra dans l'applicabilité. Il me semble que l'État n'a pas les moyens de le faire. Vous pensez également que, puisque nous avons déjà assisté à la rétrocession qui n'était pas du tout... qui ne se faisait pas du tout, la rétrocession de 40% de provinces, presque pas ou pas du tout, qu'est-ce qu'on sait et vous pensez qu'avec 26 provinces, sera-t-il facile? Mais je pense que vous avez vous-même répondu à la question. Avec 11 provinces, on n'a pas réussi, avec 26, ça sera pire. Donc, comme je vous le dis, ce pays a besoin d'alternance, madame. Il faut des vrais projets de société, il faut une vraie vision de l'État. Quand on parle de l'alternance, c'est encore un autre débat, parce non, que mais je crois que on a comme l'impression qu'il dit alternance, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat, mais je crois qu'on en a besoin, madame. Si on doit faire une émission pour expliquer comment ce pays fonctionne ou comment il a été géré les 10 dernières années, vous allez constater que nous sommes au point mort. Donc, ici, avec 11 provinces, nous n'avons pas réussi à retrocéder les 40% de ces provinces. Je ne vois pas comment avec 26, on va le faire. Et donc, on va installer des provinces, ok, mais est-ce qu'il y aura les moyens pour d'abord avoir des bureaux, pour avoir des assemblées partout, engager le personnel? L'État n'a pas les moyens, madame. Et la répartition de sièges, est-ce que cela sera-t-il facile? C'est fera-t-il facilement, vous pensez? Quand déjà il n'y a pas de moyens et qu'il y a des problèmes avec la caisse de péréquation, donc je ne sais même pas comment ça va se passer. Vous avez par exemple des gens qui vous disent que tous ceux qui ont investi à Kisangani, ils se retrouveront dans une autre province, par exemple, et ils vont dire comment ils vont accepter que tout ce qu'ils ont investi toute leur vie se retrouve, qu'ils soient dépossédés, parce que Kisangani se retrouverait être sur un autre territoire. Je veux simplement dire qu'il y aura des problèmes pratiques d'applicabilité, de faisabilité. Et je pense qu'en ce moment-ci, déjà on a 1 milliard à chercher à trouver pour les élections. Je vois mal comment ce gouvernement assez essoufflé, avec un petit budget de 9 milliards, peut organiser les 26 provinces, alors que depuis 10 ans, il n'a même pas organisé les 11 provinces, parce qu'il n'a même pas retrocédé ce qui devait à ces provinces-là. Donc, nous sommes dans une logique où nous disons, nous sommes en campagne électorale, nous allons prendre notre temps d'expliquer à la population les enjeux de l'heure, parce que c'est la population qui va décider. Nous nous exposons la situation, nous ne sommes peut-être pas les meilleurs, mais laissez-nous moins exposer ce que nous voyons, ce que nous avons vécu.
Et en exposant ce que nous avons vécu, les gens comprendront. Et je pense que nous allons mieux faire. Et c'est vraiment comme ça que ça va se passer. D'accord, on parle de la sécurité, on tend vers la fin de l'émission. Ça fait 1 an depuis la promulgation de la loi d'amnistie, alors que d'autres bénéficiaires se retrouvent toujours en détention. Pourquoi n'applique-t-on pas finalement en intégralité cette loi ? C'est une question qu'il faudrait peut-être poser au ministère ou au ministre de la Justice ou à des services. Vous, en tant qu'observateur averti. En tant qu'observateur, c'est une loi qui est tout à fait sélective. Hein. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à Makala aujourd'hui qui n'ont joui d'aucun procès. Maintenant, faut-il encore voir si toutes les personnes qui ont été étiquetées M23 ou qui ont été étiquetées comme rebelles le sont vraiment. Du moment que la justice ne s'est pas saisie des dossiers, que nous n'avons pas assisté à des procès, nous tombons facilement et très vite dans l'aléatoire. Et je pense que nous sommes dans une situation d'aléatoire ici où vous avez, par exemple pour le cas de M. Caméré, des gens qui s'entendent, qui font un arrangement à l'amiable, et puis vous avez une cour qui se saisit du dossier. Donc je veux dire, même nos amis partenaires étrangers nous disent que notre justice ne fonctionne pas bien. Je ne vois pas pourquoi vous voulez commenter le cas de Caméré. Parce que... Non, je ne commente pas le cas. Je vous parle de la justice parce que vous parlez de la loi d'amnistie. Je vous fais le lien. Je vous dis que pour qu'une loi soit impersonnelle, il faut que les juges et que les personnes qui appliquent cette loi soient indépendants. Mais là, c'est une loi au cas par cas et il me semble bien qu'il y a bien des personnes qui sont en Makala. Qu'est-ce qui vous fait dire que la justice congolaise n'est pas indépendante ? Elle subit beaucoup de pression. Vous savez, je vais vous donner un cas, par exemple, de l'honorable Babala, la CPI qui écrit pour dire qu'on devrait le libérer, c'était la liberté provisoire. Il y a 2 voies, il y a 2 chemins. Il y a d'abord la ministre qui dit que oui, je suis favorable, et puis le procureur qui vient, qui dit le contraire, et se contredisent. Et à un certain moment, la CPI a envoyé M. Babala malgré l'avis contre l'avis de la République démocratique du Congo. C'est tout à fait incohérent. Donc, il y a plusieurs exemples. Un seul cas suffit à ce que Madame, vous pensiez Madame, je ne sais pas si vous est déjà arrivé, je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'aller au tribunal à Kinshasa ou d'aller au tribunal de grande instance, même pour une affaire banale. Pour qu'une justice soit indépendante, il faut que les juges soient bien payés, il faut que les magistrats reçoivent un bon salaire. Mais je vous avoue que si vous êtes indigent, c'est très très difficile d'obtenir les gains de cause dans ce pays. Donc on ne va pas se voiler la face. C'est notre pays, nous l'aimons tous. Mais la situation dans laquelle travaillent nos camarades magistrats et juges ne leur permettent pas d'être indépendants des pressions sociales ou des pressions socio-économiques. Et ça, j'assume ce que je dis. D'accord, on était dans la loi d'amnistie. Et moi, je vous dis que la loi d'amnistie, c'est un fourre-tout. Elle est tout à fait Est-ce que cela empêche-t-il aux ex-M23 qui sont réfugiés au Rwanda et au Burundi de pouvoir regagner le pays? Bon, madame, vous savez, la paix et la justice vont de pair. Je ne veux pas appartenir à un pays où, lorsque vous tuez une personne, vous allez à Makala, et lorsque vous en tuez 10 000, on doit vous amnistier. Je veux dire que ces personnes, si elles ont commis des crimes, doivent répondre de ces crimes et les familles doivent être consolées, ne serait-ce qu'indemnisées par rapport aux crimes qui ont été commis. Maintenant, je ne suis pas là pour faire l'apologie de pardonner tout le monde. Hein. Je veux dire que les crimes, lorsqu'ils sont reconnus et réputés être vrais, les personnes doivent être sanctionnées. Parce que si une personne, comme je viens de vous le dire, tue deux individus, elle va en prison. Si elle en tue 10 000, on cherche à négocier avec elle, on cherche des lois d'amnistie. Je trouve ça tout à fait incohérent. Donc paix et justice doivent aller de pair. Et dans ce cas-là, je peux comprendre que certains gens ne bénéficient pas de cette amnistie si les faits allégués sont avérés. On vous entend parler, c'est comme si vous ne soutenez pas le fait que les M23 se sentent en insécurité quant à cette loi pour pouvoir regagner le madame, pays. Vous savez, le M23, pour ne pas aller dans beaucoup de commentaires, le M23... les ex-M23. C'est une confusion. On a vu des Congolais, on a vu des personnes qui se réclament être des Congolais, comme à l'époque de Musée Laurent-Désiré Kabila. Lorsqu'il y a eu des troubles, il y a des Congolais qui sont partis au Rwanda et qui sont partis en Ouganda. Pour vous dire vrai, madame, il y a 450 ethnies dans ce pays. Et si chaque ethnie devait chaque fois prendre les armes pour faire des revendications, ce pays n'existerait plus. Donc moi, je ne soutiens pas toutes les démarches qui visent à déstabiliser le pays et après exiger des droits qui sans réparation. Parce que finalement, toutes les personnes qui ont subi les atrocités du M23, des FDLR, ces personnes-là n'ont pas été indemnisées, n'ont pas été consolées. Donc pour moi, je suis plutôt du côté des victimes. Maintenant, le M23 a signé des accords. Il n'a qu'à suivre ce qu'il a signé comme accord et on espère bien que ça va aboutir à
Ça sera favorable pour eux aussi. En parlant, en dénonçant la prise des armes, vous soutenez pas non plus l'acte qu'avait la rébellion qu'avait fait Jean-Pierre Bemba à son époque pour pouvoir réclamer ses droits, entre guillemets. Ah non, vous savez, le contexte était tout à fait différent. Nous avions... Rébellion, ça reste rébellion. Non, le contexte était tout à fait différent parce qu'au fait, vous la aviez... prise des armes reste la prise des armes. Vous savez, vous aviez un président qui avait fait un coup d'État, qui était le président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et que lorsqu'il est arrivé, il a confisqué toute la vie politique en créant un parti unique. Ok, donc déjà, il n'avait pas de légitimité. Et encore... qu'il n'avait pas de légitimité, il voulait confisquer les droits. La même explication que vous fournissez en ce moment, les autres aussi le fourniraient autrement. Donc on retient quand même que la prise d'armes, on peut revendiquer autrement sans prendre les armes. Madame, vous aviez le président Kabila qui avait été élu en gouvernement, un président qui a été élu, le M23 a pris des armes sans revendication claire. Quelle était la revendication du M23 ? Mais qu'est-ce qu'on retient, les jeunes gens qui nous regardent, que la revendication s'est faite autrement et non par la prise des armes, quelles que soient les raisons. Quittant le contexte belligérant où nous avions un président qui n'avait pas la légitimité, qui avait pris le pouvoir par les armes, le MLC s'est mué en parti républicain et a juré de ne plus jamais reprendre les armes. Et nous faisons un combat comme... avec vous ici à la télé, un combat totalement républicain. C'est-à-dire, vous regrettez cette prise d'armes? Mais je regrette qu'après Sun City, que nous soyons tous convenus que le sang ne devait plus couler dans ce pays, que pour quelconque raison nous devons tous dialoguer pour arriver à un compromis, je peux tout à fait regretter, c'est légitime que je regrette, que le M23 déstabilise le pays pendant des mois pour des revendications qui ne sont pas claires. Maintenant, je dis, nous sommes un parti républicain. Oui, nous avions pris les armes, mais c'était un contexte tout à fait différent parce que nous avions des revendications claires. Et là, c'est assez tribal parce que vous savez, c'est que moi je veux comprendre et que la prise d'armes, la rébellion est condamnable, quelles que soient les raisons de revendication. Non, madame, elle n'est pas. Non. Ah, vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Même notre Constitution le prévoit. Qu'à un certain moment, les gens peuvent se rebeller. Lorsque quelqu'un confisque le pouvoir, c'est ce qui s'est passé avec Mouzé Kabila. On parle de la rébellion avec prise d'armes? Non, on parle d'un groupe de personnes qui s'organisent pour se révolter par rapport, ou s'insurger, ou se mettre en position d'insoumission par rapport à un pouvoir dictatorial. Notre Constitution le prévoit. Donc nous avions appliqué cette Constitution à l'époque, mais le M23 avait en face de lui un gouvernement légitime. Et vous savez, c'était quoi le prétexte ? Que les Tutsis étaient menacés ou des choses comme ça, alors que, comme je vous le dis, il y a 450 ethnies, toutes les ethnies doivent se sentir à l'aise au Congo. On ne peut pas faire un procès d'intention et faire une guerre sur base tribale. La guerre du MLC n'était pas une guerre tribale. Nous combattions la liberté, c'était le chemin vers la liberté, et je pense que nous étions couverts par l'article de la Constitution en ce moment-là. D'accord. Monsieur Jean-Jacques Mamba, je vous dis merci d'avoir été nôtre pour ce programme. C'était un plaisir pour moi, je vous remercie également. D'accord. Merci également à vous d'avoir été des nôtres pendant 45 minutes. Vous avez certainement pris ce programme en cours. Il reviendra demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h. Entre-temps, moi je fixe rendez-vous le mardi prochain à 20h30 avec un nouvel invité et certainement avec des nouvelles questions d'actualité. Merci d'avoir été des nôtres une fois de plus et restez avec nous sur BON. Au revoir.